Bonsoir à tous. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre programme Africa Première, cette émission conçue rien que pour vous, qui met en valeur toutes ces personnes, tous ces acteurs africains et qui aiment l'Afrique. Et à travers eux, vous allez découvrir en tout cas leur art, leurs secrets, mais aussi toutes les actions qu'ils mettent en place pour valoriser ce continent. Et chaque soir, en tout cas, à chaque moment, je vous présente des pépites, des étoiles, en tout cas, des choses dont vous allez vraiment apprécier. En tout cas, merci à vous de votre fidélité et surtout de vos messages, vos encouragements. En tout cas, ça me va droit au cœur. Je tenais en tout cas à vous remercier pour cela. Alors ce soir, on va avoir un beau programme avec un invité de taille. On va surtout parler des choses qui vont vraiment accompagner notamment la diaspora. Là, j'ai vraiment fait venir quelqu'un pour vous de spécial. Mais en attendant, je tenais justement à vous partager. Maintenant, depuis la semaine dernière, vous avez remarqué que nous intégrons maintenant les coups de cœur, mon coup de cœur de la semaine. Et on va commencer l'émission avec ça. Ce clip, cette chanson que j'ai vraiment adorée, que je vais vous partager ce soir, c'est le clip d'Oné, l'artiste Oné, l'artiste congolaise, avec son titre Motema Mabe. On visionne un extrait et je vous retrouve tout de suite après. You call my beat music. La one. Banaye efuta kate bolo banaye efuta kate bolo banaye efuta kate bolo banaye aluprod musique tozo bundana tozo yinana pona nini bolingo zangi na kacha mitema bato alunov ojaibo ngotema ngotema fujansi tuwa ngotema ye ngotema honorable romeka mama iloki motema mabe efuta kate nazongeli motema mabe efuta kate donaro bongo motema mabe efuta kate Juan Pedro Akieme de la Guinée équatoriale chouf makoma mwana mère olingi moninga sala te wo motema mabe Serge Mboma olingi moninga suwa te wo motema mabe tina kacha ba église motema mabe tozoyeba lisoso te chrétien nani mopaka nonani na comprendre sikoyo mpona nini Noé sur son arche apréféraka mema banyama que bato Jida Sombon nazolia nosani moko na motema ozoplanifie chute na ngai batieli ya poison babomi noswanga na ya pambe soki mobateli ezalaka nzambe te kasi tokufaka na mipiko tozovivre na système akebakeba le général Camille Makoso cas de contact divin quêteur Dead Morgan producteur mannequin Rodman Nobele Bele Ngotema Ngotema wow Willy Dongo Ngotema yeah Ngotema wow Stevie Ondai Mama mon commissaire Ngotema mabe efuta kate Nazongeli Junior Konzo Mama efuta kate Esa futa nani lobana yeba Ngotema mabe Chef Soleil à Chipo Papa. Alors oui, Oné, elle nous a présenté cette magnifique chanson Motema Mabe qui veut dire tout simplement le mauvais cœur, le cœur noir. Et oui, elle dit très bien que le cœur noir, le cœur mauvais ne paye pas. Ceci, c'est aussi un conseil pour vous. En tout cas, soyez vraiment libres d'esprit et libérez vos cœurs de ces choses très, très, très négatives. On continue après ça. Après ce petit moment, ce petit break avec ce coup de cœur, mon coup de cœur en tout cas, je reçois en face de moi. Je veux vous dire, les sujets dont on a traité, j'en tremble même, mais c'est vraiment du lourd. J'ai Boubacar Diallo qui est là avec moi. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Gladys, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Comment tu vas déjà ? Écoute, je suis en super forme. Ouais. Pêche, c'est très bientôt et on est excité. C'est très bientôt. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que Boubacar Diallo va venir, on va parler d'un gros sujet qui concerne surtout la diaspora. On va vraiment parler économie, on va parler financement, on va parler investissement, en tout cas sur Africa Première. Et il nous prépare aussi quelque chose d'exceptionnel dans les jours et semaines à venir. En tout cas, Boubacar Diallo, tu es un amoureux de l'Afrique et des technologies. Tu es un entrepreneur.
dans l'âme et dans la vie de tous les jours, puisque tu as lancé différentes entreprises et sociétés. Par exemple, depuis 2010, tu as créé Carea, si je le dis bien. C'est ça. Spécialisé dans la formation et le développement web. Tutoris, on est vraiment sur le côté formation, tutoriel, e-learning. African Funding, en tout cas, pas mal de choses. Donc, parle-nous un petit peu de toi, parce que là, j'ai lancé un petit peu quelques petits pics, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ceux qui regardent cette émission ont envie de découvrir réellement qui est Boubacar Diallo. Yes, merci beaucoup encore Gladys. Donc, comme tu l'as dit, je suis Boubacar Diallo. Il faut savoir que moi, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai vraiment depuis l'enfance. D'accord. C'est quelque chose, j'ai du mal à expliquer dans le sens où, en troisième, quand on est au collège, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire plus tard, beaucoup vont dire je vais faire tel métier. Moi, je disais déjà, je veux être chef d'entreprise et créer mes propres logiciels. Je savais à peine ce que c'était. En troisième. En troisième, oui. Alors, il faut dire en troisième, Collège. on a à peu près quel âge, quoi? 13 ans, 14 ans? 13-14 ans, exactement. Ouais. C'est ça. C'est très, très jeune. Alors qu'à cet âge-là, on a plus envie, voilà, de profiter des copains, peut-être même de profiter même des jeux vidéo, je dirais. Hein, Tout mais à fait. on n'est pas dans cette âme-là, ouais. Pas du tout, exactement. Et mais moi, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses, parfois, c'est comme ça que Dieu nous fait ou c'est comme ça qu'on est. J'ai toujours aimé la technologie. Chez moi, si on achetait un nouveau DVD ou une télé, je pouvais passer des heures sur le manuel, regarder comment ça fonctionnait, j'avais déjà ce côté amoureux de la technologie et en même temps, je voulais construire des choses. Mais c'est juste que j'avais pas encore un référent, un oncle, un ami, entrepreneur pour me guider. Mais que ce soit ce que je voyais à la télé ou des connaissances, c'est vers quelque chose que je voulais aller. Et donc, comme je disais en troisième, je parlais de ça. Et finalement, en allant après dans mon école d'ingénieur, où j'ai été diplômé, en rencontrant toutes les associations, tout ce qu'il y avait comme initiative, tu vois, par exemple, il y avait la possibilité d'être étudiant et de former du personnel dans des entreprises comme TF1 quand même, Société Générale, en étant étudiant, et qui permettait de gagner de l'argent. En faisant ça, pendant que j'étais étudiant, en troisième année, j'étais président, on a réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en étant étudiant. Waouh! T'imagines quand même 100 000 euros. 100 000 euros. Alors, pour certains, c'est pas toujours le chiffre d'affaires quand ils se lancent. Alors, vous êtes jeune, c'est quand même un exploit. En tout cas, bravo. C'est ça. En étant étudiant et en amenant des étudiants. Et là, ça m'a confirmé vraiment ce que je voulais faire. À partir de là, je me suis dit, avant même que je sois diplômé, clairement, moi, ce que je veux, c'est créer mon entreprise, construire quelque chose, apporter de la valeur, changer les choses, vraiment comme ce qu'on voit à la télé. D'accord. Du coup, j'ai continué, j'ai été diplômé en 2009 et directement, justement, en 2010, j'ai créé ma première entreprise. D'accord. Et j'avais jamais travaillé en entreprise. Mais c'est ce que j'allais te demander. Jamais. Jamais pas d'expérience. Aucune expérience. Et du coup, je suppose que c'est là où tu as lancé Carea. C'est ça. Et quand tu lances ton projet, comment en fait tu arrives à te dire, voilà, je vais faire de la formation et du développement web en sortant même de l'école sans avoir véritablement eu d'expérience professionnelle? Quels ont été à ce moment-là les défis que tu as pu avoir, tu as pu faire face? Yes. Les moments où tu as pu aussi te casser les dents, il faut le dire. Je confirme. Parce que quand on entreprend, souvent, on voit, tu sais, un peu comme sur les réseaux, etc., le côté beau de l'entrepreneuriat, alors que derrière, il y a une véritable réalité. Ah, mais c'est clair. Alors, ce que je peux te dire déjà, c'est que justement, cette expérience dans l'école Les Frais, et ça s'appelait EFOR, Effray Formation. Ça m'a donné les billes et l'envie de faire de la formation dans tout ce qui était tech, informatique, et de créer des logiciels, des sites web pour les clients. C'est de là que c'est parti. Tu vois, c'est là que j'ai eu l'expérience, que j'ai eu l'envie. Et moi, je faisais ça en plus à côté des cours. Parce que c'était une passion, en fait. Quelque chose que j'adorais. Du coup, quand j'ai lancé mon entreprise, je te confirme, pas d'expérience en entreprise. Donc ça, déjà, je recommande de plutôt commencer en entreprise, être salarié, rembourser ses dettes si vous en avez, des crédits étudiants, mettre de l'argent de côté, limite avoir votre chômage et après vous lancer. C'est beaucoup plus simple. Parce que moi, je vais pas mentir, j'ai vraiment galéré. Que ce soit à tous les niveaux, il fallait faire des factures, il fallait relancer des clients, il y avait des retards de paiement, il y avait des compétences commerciales à avoir parce que moi, je suis un informaticien. J'ai plutôt le côté scientifique, le côté technique, pragmatique, mais pas le côté commercial, communication, marketing. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas, justement. Tu vois? Et donc, je te confirme que dans les différentes entreprises que j'ai eu à créer, cette constante revenait tout le temps. Il fallait que j'ai plus de compétences en marketing, en commercial. C'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine technique, par exemple, même si vous êtes boulanger, si vous êtes dans la mode, que vous avez la capacité d'être un chef d'entreprise. C'est deux compétences différentes.
Du coup, j'ai appris après ça sur le tas, après avoir créé plusieurs entreprises qui ont marché plus ou moins, qui sont crachées. Donc, on ne va pas toutes les relister. Ouais. Mais au total, j'en ai fait 8. 8, Ouais, quand j'ai eu même. 8 entreprises. Ouais. Sur combien de temps comme ça? De 2010 à 2024, là, je ne me suis jamais arrêté en fait. Ah Même, oui. même quand j'étais un petit peu salarié, j'avais une entreprise à côté. D'accord. Toujours, ouais. Donc, en fait, tu avais ça dans l'âme, en fait. Je confirme. Et quelque part, est-ce que aussi, tu sais, des fois, il y a cette communication, cette hérédité dans ce qu'on fait. Yes. Est-ce que aussi tu t'es inspiré peut-être du côté familial, des parents? Est-ce que tu as eu aussi des influences dans ton entourage pour aussi te dire, ben, moi aussi, j'aimerais me lancer dans un propre commerce ou une entreprise à moi-même? Alors, ça va te paraître bizarre. Bon, Ouais. alors moi, je suis originaire de Guinée. Je D'accord. suis de l'ethnie Peul et généralement, D'accord. c'est des grands commerçants. Oui. Donc, il y a toujours voilà, du commerce et tout. Mais bizarrement, moi, dans la famille, il n'y en a quasiment pas. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont fait des études vétérinaires, médecine et tout ça, mais quasiment pas de commerçants. Du D'accord. coup, justement, moi, c'est plutôt avec des amis. Et j'avais des amis, dont un qui était super ambitieux. Quand on était plus jeune, voilà, il voulait être un grand athlète, il voulait avoir des business à côté. C'est tout ça qui l'inspirait. Et c'est plus de là que j'ai puisé mon inspiration que de la famille. D'accord. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais C'est moi, vrai, c'était ouais. plutôt comme ça. Et pourtant, si tu regardes quasiment dans toutes les familles en Guinée, au Mali ou autres, où sont les Peuls, il y a toujours des commerçants. Bah, c'était pas mon cas. D'accord, donc c'est là que tu sors du lot et notamment pour le Yes. coup, tu rejoins, on va dire un petit peu, on va dire cet héritage ethnique, C'est ça, pour le c'est coup. ça, oui. Mais quand tu sors de l'école, les parents savent que mon fils, il a fait telle école, il va Yes. devenir ingénieur, Ouais. il va travailler dans l'informatique. Donc c'est des choses qui sont entre guillemets, on va dire, hyper valorisant pour le parent. Il se dit Clairement. waouh. Et toi, tu dis que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Les parents à ce moment-là, comment ils ont perçu ce choix professionnel? Alors là, je vais pas te mentir, que ce soit les parents, l'entourage, Ouais. mais t'es fou. On t'a payé ses études, tu as galéré pour devenir ingénieur, vous Ouais. avez le métier que vous voulez, vous pouvez avoir du travail tout de suite, et toi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que non seulement je sortais avec des dettes étudiants, je me lançais directement dans l'entrepreneuriat avec aucun sou en poche, donc c'est pour ça que je ne recommande pas du tout. Et c'était vraiment des années de galère. C'est-à-dire D'accord. qu'en plus d'avoir à affronter toutes les personnes, par bienveillance bien sûr, parce que quand tu es entrepreneur, sauf si tu as quelqu'un d'autre qui est entrepreneur ou quelqu'un de ta famille et qui peut te comprendre, les autres ne comprennent pas. Non, c'est Ils de se la disent, folie en fait. Tu as la sécurité du CDI, tu peux aller dans des grands groupes, tu peux bien travailler, bien t'épanouir et ensuite, comme tous les parents africains, fonder une famille, avoir des enfants. Exactement. Et toi, tu nous sors ton truc d'entrepreneuriat là. Eh bah oui, parce que c'est vraiment une passion. C'est quelque chose que je voulais faire, c'était plus fort que moi. Et Ouais. c'est pour ça aussi que j'ai jamais pu m'arrêter, malgré que j'ai fait quelques années de salariat une fois que je me suis marié, parce qu'il fallait quand même assurer. Hein. Je pouvais plus là- continuer à manger là, des on va pâtes. dire, tu es, entre guillemets, tu es le chef de famille. Bon, on va C'est pas rentrer ça. dans C'est la ça. polémique, mais Yes. tu as quand même cette Faut assurer. responsabilité Bien sûr, bien sûr. familiale. Oui. Exactement. Donc, si tu veux, c'est ça que j'ai eu, moi, à avoir comme parcours toutes ces années-là. C'était vraiment de la débrouillardise. Parfois faire le truc d'entrepreneur, faire des petits jobs à côté, des petites choses, un peu comme les artistes quand ils se lancent, tu sais, qui font d'autres métiers qui n'ont rien à voir, de l'alimentaire, Ouais. juste en attendant qu'ils explosent sur l'autre. Moi, c'était un peu la même chose. Voilà, donc c'est pour ça que c'est progressivement que j'ai dû lâcher certains projets, parce que c'est très dur quand tu as mis ton âme dedans, C'est ton clair. essence, et que tu te dis, bon, ça n'a pas marché, il faut que je passe à autre chose. Oui. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je recommande aux gens. Soyez persévérants, mais sachez lâcher prise au bon moment aussi pour pouvoir vous reconstruire, mettre de l'argent de côté justement et investir dans autre chose. D'accord, Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent, entre guillemets, se buter, en fait, mais face à une réalité. Parce qu'il faut le dire, hein, quand même, l'entrepreneuriat, notamment ici en France, en Europe, avec tous les aléas qu'il y a derrière, que ce soit le côté taxe, si on veut prendre en charge peut-être des ressources humaines, il y a pas mal de paramètres que l'on ne prend pas forcément en compte. Donc, du coup, ça aussi, ce sont des causes aussi d'échecs aussi pour toi? Mais totalement. C'est clair que, alors en plus, en France, c'est un des pays où c'est le plus taxé. C'est pas le climat où c'est le plus favorable pour être entrepreneur. C'est très bien pour tout ce qui est social. Ouais. Mais si tu veux être entrepreneur, vaut mieux aller aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà, je D'accord. préfère dire ça. Ok. Mais en plus de tout ce que tu as cité, avoir des ressources humaines, les gérer, tout ça, c'est des choses que j'ai eu à faire. C'est surtout le fait d'avoir, on va dire, des personnes qui t'accompagnent, des sortes de mentors, en fait, qui sont déjà passés par là et qui te font gagner du temps Ouais. et avec qui tu peux communiquer.
Totalement. Parce que lorsque vous êtes simplement entre jeunes et parfois avec les mêmes compétences ou le même métier, c'est difficile de lever la tête et d'avoir assez de sagesse et d'expérience pour savoir les bonnes décisions à prendre. Quand tu es entrepreneur, tu as énormément de décisions. Il y a des milliers de chemins et autres possibles. C'est pour ça que si c'était aussi facile, tout le monde ferait ça et serait multimillionnaire. Mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est vrai, c'est vrai. Très, très complexe. Alors, on va revenir un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui au sein de la diaspora africaine. Notamment, c'est ce qui nous réunit aussi sur ce plateau. Quelle lecture tu fais aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de la façon dont la diaspora aujourd'hui, elle entreprend? Quelle lecture tu fais et le constat? Alors, justement, le constat que je fais, merci de poser la question, Gladys, c'est que ce soit moi, toi et d'autres, on est dans cette génération où dans les 20 dernières années, on a de plus en plus d'entrepreneurs de la diaspora et du continent. Et c'est une super chose. Parmi ces entrepreneurs, tu en as certains qui ont des problématiques de financement, mais qui n'ont jamais parlé avec des investisseurs, qui n'ont pas ce réseau-là. Parce que aussi, c'est un réseau. Si, par exemple, tu sors de HEC ou d'autres écoles, sans mentionner, tu as déjà un réseau. Tu as payé pour ce réseau. Mais sinon, si c'est comme la plupart des gens, il faut se constituer tout ce réseau. Il faut avoir une certaine éducation financière, on en parlait tout à l'heure, où on n'a pas forcément eu de transmission par nos parents. Ils avaient d'autres combats à ce moment-là. Certains, quand ils sont venus ici, ils voulaient un avenir meilleur pour nous. Ils avaient d'autres objectifs. Et nous, cette nouvelle génération-là, on n'a pas de complexe. On a grandi ici ou on est né ici pour certains. On se lance dans l'entrepreneuriat parce que le fait d'être salarié, ce n'est pas suffisant. On voit qu'au niveau de l'Afrique, les mentalités changent, ça commence à bouger. Si on prend des pays, même si je suis guinéen, moi je suis panafricain, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, le Maroc, qui sont en train d'exploser, qui sont vraiment en train de se développer, c'est très encourageant. Du coup, on se dit, on ne peut pas rester les bras comme ça à rien faire, il faut qu'on participe à tout ça. Et du coup, c'est ce qui explique toute cette effervescence, tout cet entrepreneuriat. Et à côté de ça, justement, il y a énormément de salons qui ont émergé. Je pense que tu as pu le voir. Oui, on voit de plus en plus d'événements, des forums, des conférences, des salons autour de l'entrepreneuriat, en fait. Exactement. Parce que c'est un moyen de nous réunir, de parler, d'inspirer certains, de réseauter, etc. Et j'ai fait partie de toutes ces catégories. Mais à un moment, pour certains entrepreneurs, on a dépassé le stade d'être inspiré, en fait. C'est-à-dire que si tu veux, on a déjà fait peut-être même plusieurs entreprises. Là, ce qu'on veut, c'est du business. Soit avoir plus de clients, soit avoir des financements pour passer à un autre niveau. Plus de croissance, le marketing, embaucher des gens. Bref, sortir de ce côté, si tu veux, solopreneur, où on est tout seul, où on est freelance, où on est quasiment comme salarié tout en étant à notre compte. Tu vois ? Et pour dépasser ça et être véritablement un chef d'entreprise, ça ne peut pas se faire sans financement. C'est le nerf de la guerre. Exactement. C'est comme le sang dans le corps, en fait. C'est essentiel. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de financement, d'accès aux investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, côté même investisseur, on se pose aussi la question, est-ce qu'eux aussi ne s'intéressent pas à la diaspora africaine, puisqu'on le voit, le continent bouge. Tu as cité des pays qui, aujourd'hui, sont des véritables acteurs forts sur la scène économique. Est-ce que de l'autre côté aussi ne s'intéresse pas aussi à la diaspora? Qu'est-ce qui manque aussi chez nous pour attirer aussi ces investisseurs? Parce que c'est un peu comme le miel qui attire aussi les abeilles. Donc, est-ce que nous aussi aujourd'hui, on manque aussi d'attraction? Qu'est-ce qui nous manque aussi? Mais c'est exactement ça, Gladys. C'est-à-dire que je donne juste une petite anecdote et après je vais continuer sur ce que tu as élaboré. C'est que beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, si on prend la banque Conto, pour ne pas les citer, permettent d'emprunter 30 000 € en quelques clics rapidement et de pouvoir rembourser. Mais on n'est pas au courant, en fait. Donc, ça veut dire que si tu veux, il manque beaucoup d'informations. Je parlais tout à l'heure d'éducation financière, de mindset, de choses à changer pour être plus attractif pour ces investisseurs, justement. Parce qu'il y a énormément d'initiatives, de subventions, de prêts d'honneur et autres qui sont sur place, mais on n'a même pas accès à toutes ces informations-là. On n'a pas, si tu veux, la bonne présentation, la bonne grille de lecture, la bonne façon de penser pour séduire ces personnes-là. C'est comme pour tout, c'est de la séduction. Par exemple, si on cherche à avoir un appartement, un bien immobilier, parce que c'est quelque chose de simple, quand on va voir le banquier, il faut lui présenter des fiches de paye, être en CDI, avoir des comptes clean, ne pas être en train d'acheter des voitures ou des écrans plats non-stop, des crédits conso qui ne servent à rien. C'est la même chose avec les investisseurs. Il faut arriver avec une certaine attitude, comprendre quel est leur intérêt, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous pour se présenter sous le meilleur jour. Voilà. Et c'est ça qui nous manque. Et justement,
pour ce salon-là qu'on prépare, c'est exactement ce à quoi on veut pallier. D'accord. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a ces entrepreneurs qui cherchent des financements, mais il y a aussi une catégorie dont on ne parle pas beaucoup, c'est cette diaspora qui ne veut pas forcément être entrepreneur. Et nous, c'est là-dessus qu'on a mis un doigt, en fait. Ils se disent, j'ai de l'argent de côté, je veux participer aussi au continent, au développement, et malgré ce que disent certains coachs, c'est pas parce qu'on n'est pas entrepreneur qu'on a raté sa vie. Pas du tout. C'est un petit pourcentage qui va être entrepreneur, même en France. Parce qu'en fait, on le voit, pour ne pas te couper, excuse-moi, c'est que maintenant, il y a ce trend qui est, si tu n'es pas entrepreneur, en fait, tu as loupé ta vie. C'est ça. Tu es salarié, en fait, il faut que tu te réveilles, il faut que tu entres... Alors qu'il en faut aussi des salariés aussi. Alors que pas du tout. Il y a certaines personnes qui sont dans des grands groupes qui gagnent 2, 3, 400 000 euros par an. Vous ne gagnerez jamais ça en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Donc, c'est pour dire que justement, ces personnes-là, il y a un moyen de les valoriser parce qu'en 2022, cette diaspora a quand même transféré 97 milliards de dollars. C'est énorme. C'est plus que le PIB de plusieurs pays combinés. Exactement. Et pas que des pays africains, même des pays européens. Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'argent. Mais comme je le dis toujours en rigolant, ça va dans des mariages, des baptêmes, des soirées et autres. Et il faut qu'on change ça, justement, Gladys. Il est là le problème. Donc, nous, on s'est dit, on va mettre au point ce salon où tu vas avoir d'un côté des startups, des entreprises avec des bons dossiers qui vont pitcher devant des investisseurs, un peu comme l'émission qui va être mon associé, qui a démocratisé tout ça. Et de l'autre côté, et c'est là qu'on innove, tu vas avoir des masterclass pour ces visiteurs qui veulent devenir des investisseurs. Pas des entrepreneurs, mais des investisseurs. Comme je le dis souvent, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde veut faire fructifier son patrimoine et peut devenir investisseur. D'accord. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir l'esprit à la diaspora, en leur montrant que tu peux investir, par exemple, dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Tu peux investir dans un catalogue de musique et toucher des royalties. Parce que beaucoup dans notre communauté adorent la musique, adorent la culture. On aime ça, on consomme. Exactement. Et moi-même, j'adore l'afrobeat, j'adore toutes ces musiques. Mais c'est encore mieux si on est capable de parler de tout ça et de dire que, tiens, il y a un nouvel artiste au Gabon ou au Congo ou en Côte d'Ivoire qui a explosé. J'avais investi dans son catalogue de musique, je gagne 400 € tous les mois. Ça, on y pense. Ça, personnellement, je parle, on n'y pense pas. Moi, je vais consommer un nouveau son qui arrive, je vais aimer, je vais même partager. C'est ça. Je vais même partager, l'utiliser peut-être dans les trends des différents réseaux sociaux, etc. Mais sans pour autant se dire que, du fait que moi j'ai apprécié, je peux aussi investir. Encore une petite anecdote. En 2020 ou 2021, quand il y avait tout ce qui était avec le Web3, les crypto-monnaies et tout ça, il y a Nas qui a sorti un son ultra black. Je voulais investir dedans, justement. Il y avait la possibilité d'avoir des parts et de toucher des royalties à vie. Ça a duré 15 secondes. Le temps que je rafraîchisse, tout était parti. Ah oui. C'est-à-dire que toutes les parts pour investir dans sa musique étaient parties. Donc, c'est juste pour dire que c'est quelque chose d'énorme auquel, en fait, on doit s'habituer, on doit s'acculturer, on doit changer justement la culture pour se dire que on est déjà très bon dans tout ce qui est sport, dans tout ce qui est artistique, et c'est des gros marchés. Par exemple, aux États-Unis, un des secteurs qui exporte le plus, c'est tout ce qui est musique et tout ça. Malgré ce que les gens pensent, c'est pas Apple et autres, c'est la musique. Du coup, on a quand même des longueurs d'avance, mais on n'a pas le bon mindset, encore une fois, la bonne façon de voir les choses pour se dire que on va être propriétaire de tout ça. Par exemple, aussi, les œuvres d'art africaines, très appréciées à l'extérieur, c'est nous qui les fabriquons, mais c'est pas nous qui contrôlons la distribution. Et c'est pas normal. C'est vrai. Tu as parlé tout à l'heure d'un chiffre, 97 milliards d'euros, si je ne me trompe pas, de ce que la diaspora a injecté sur le continent. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui le rôle de la diaspora sur le côté économique. On vient de savoir que, sans peut-être trop véritablement le savoir implicitement, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, la diaspora injecte sur le continent, mais quel est aussi véritablement ce rôle sur le développement économique et social du continent aujourd'hui ? Le rôle de la diaspora, tu veux dire ? Oui, de la diaspora. Alors, en plus de transférer de l'argent, pour moi, en fait, le rôle que devrait avoir la diaspora, et comme l'ont eu pour beaucoup d'autres diasporas, on devrait s'inspirer, la diaspora chinoise, la diaspora indienne, la diaspora juive pour Israël, c'est de ramener des compétences, en fait. C'est de faire du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont médecins, ingénieurs, il y en a qui travaillent même dans des centrales nucléaires ou dans d'autres choses où c'est même pas 0,001% de la population mondiale qui le fait. On doit absolument se dire qu'à un moment, je dois retourner dans un pays africain, pas forcément que le mien. Par exemple, moi, je suis guinéen encore une fois, mais m'installer en Côte d'Ivoire ou m'installer en Éthiopie ou autre, ça serait un plaisir. Donc, pour dire qu'on retourne et on construit quelque chose. Et en plus, c'est un peu comme les matchs de foot, quand on joue à l'étranger ou si on joue chez nous, c'est pas du tout la même chose.
En étant dans un pays africain, vous avez la chance, la possibilité d'exploser, d'aller très loin, même s'il y a des difficultés, tout n'est pas rose, hein, Bien sûr. versus en étant dans un autre pays où il y a énormément de compétition, où ça va être beaucoup plus dur d'accéder à des postes de haute responsabilité. Donc pour moi, la diaspora investit beaucoup au niveau de l'argent, transfère en tout cas, mais ça devrait aller beaucoup plus loin en transférant des compétences, de une la façon de connaissance. travailler différente et un pont entre le reste du monde et l'Afrique. D'accord. À ton avis, Boubacar, aujourd'hui, on voit une jeunesse qui émerge et, comme tu disais tout à l'heure, qui n'a pas froid aux yeux et qui, en fait, veut maintenant passer à une autre étape, à un autre step, en se lançant, en entreprenant, en retournant même. Aujourd'hui, tu entends beaucoup de la diaspora qui retourne sur le continent africain pour s'y installer et véritablement faire les choses. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui, mais on a quand même cette petite portion, mais quels sont les véritables défis aujourd'hui pour la diaspora qui, elle, désire s'installer et investir en Afrique? De ce côté-là, qu'est-ce qui aussi parfois les empêche véritablement au-delà du transfert d'argent? Ça, on le fait tous. Mais de se dire, je vais investir, je vais aller sur place, je vais faire des choses, je vais monter des choses. Quels sont les véritables défis aujourd'hui pour la diaspora pour aller véritablement investir là-bas? Alors moi, je dirais une première chose qu'on néglige beaucoup, Ouais. c'est que pour certaines personnes, soit qui ont duré ici, soit qui sont nées ici, c'est qu'ils ont une certaine imagination, un certain fantasme, un certain idéal de l'Afrique. Les gars, au lieu de partir en voyage à Dubaï ou je ne sais pas où en Thaïlande, partez au Ghana, partez en Côte d'Ivoire, partez au Maroc, partez au Congo. Et déjà, vous mélangez la population, savoir comment ils vivent, la culture, les mœurs, la façon de faire. Parce que faire du business, déjà juste en France et en Angleterre, 2 pays européens, ça n'a rien à voir. Pas du tout la même mentalité, le même mindset. Du coup, nous, c'est la même chose. On ne peut pas arriver avec une mentalité de colon, se dire qu'on va aider l'Afrique. L'Afrique ne nous a pas attendu. On ne va rien aider du tout. Il y a des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, qui n'ont pas besoin de nous. Tu as beaucoup, en fait, qui se disent, qui arrivent avec cet esprit un peu sauveur. Je vais arriver un peu en mode C'est ça, cador. exactement. Il faut arrêter tout ça. D'accord. Donc moi, ce que je dirais, justement, les défis, c'est d'arriver sur place, de voir les pays, de regarder un petit peu le marché, de voir ce qui se fait, comprendre comment ça fonctionne pour se dire, OK, il y a d'autres communautés qui viennent s'installer, des Libanais, des Indiens, des Chinois, ils arrivent à le faire. Eh ben, ils prennent le temps de s'habituer, de comprendre, on doit faire la même chose. Et nous, juste, on a un petit avantage, c'est qu'on a cette double culture, à la fois occidentale et européenne et à la fois africaine. Donc, il faut juste passer du temps, venir même avec ses enfants, regarder et après se lancer progressivement. Ça ne marche pas, OK, je reviens plus fort, je remets de l'argent de côté, je repars, je change peut-être de pays, mais en tout cas, on n'abandonne pas et on persévère pour vraiment craquer le code et comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Alors, tu as aussi ce retour-là que beaucoup de gens aussi de la diaspora remontent. C'est sur place. Alors, peut-être il y a aussi le caractère un peu sauveur, comme je disais précédemment, mais tu as aussi ce retour aussi des frères et de la famille sur place qui se disent, mais toi, tu es français, tu es française, toi, tu es... Et en fait, c'est comme une forme de rejet. Est-ce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que la diaspora peut faire pour que cette image un peu de l'Européen, l'Américain, etc., bien qu'on soit né là-bas, mais on reste tout de même des Africains, puisse tomber de façon à ce que les forces puissent s'allier et qu'on puisse aller de l'avant ensemble? Tu as déjà donné en partie la réponse. Il y a pas mal d'organisations, je ne peux pas toutes les citer, mais par exemple Black Network qui est ici en France, mais qui a lancé une branche maintenant en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, qui en fait aide à s'installer dans les pays africains. C'est-à-dire que on a déjà pas mal de personnes qui sont retournées, qui par exemple, avaient étudié en France, en Belgique, au Canada, qui sont retournées dans ces pays-là. Donc, on peut rentrer en contact. Maintenant, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Même sans être sur place, on peut prendre comme ça contact avec des réseaux sur place. Et bien sûr, ne pas rester qu'entre nous, se mélanger avec les autres, mais ça va être plus facile pour s'intégrer progressivement. Et là où, comme tu disais tout à l'heure, les familles, certaines ne comprennent pas pourquoi on peut quitter l'Europe et venir en Afrique, c'est parce que nous, on sait qu'économiquement, ici, c'est fini, c'est terminé. Et que les prochains relais de croissance et surtout aussi l'endroit, au-delà du côté économique, où on se sent bien, il y a du soleil, il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère, c'est en Afrique. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Pour beaucoup, si jamais... il y avait un peu plus d'infrastructure, un peu plus de justice, ils retourneraient. Mais pour moi, c'est le contraire. Au lieu de dire s'il y avait un peu plus, c'est plutôt en retournant, on va faire en sorte, avec les locaux, de s'allier pour que ça se soit mis en place.
Ne D'accord. pas attendre, mais plutôt voir ce qu'on peut donner. C'est vrai, c'est un retour aussi personnel que j'ai pu avoir quand je suis allée au Congo récemment. C'est que beaucoup, les locaux surtout, idéalisent toujours l'Europe. Ah. Et ils me demandent, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai dit, mais je vous envie en fait, en réalité. C'est ça, parce que si on regarde tout ce qu'il y a, que ce soit les impôts non-stop, métro, boulot, dodo, travail non-stop, parfois on n'a même pas le temps pour les enfants. Tous ceux qui sont parents ici, qui ont plusieurs enfants, ils savent ce que c'est. S'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de nounou, il faut qu'on se... Alors que si on est au pays, si on a un petit peu de moyens, on peut s'en sortir au niveau de tout ça. Et là où ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en venant ici, on travaillera 100 ou 1000 fois plus que quand on est là-bas. Pas une façon de dire que là-bas on ne travaille pas, mais là-bas on peut avoir une meilleure qualité de vie, je trouve. Parce que moi-même, en essayant de lancer des business en Guinée, je suis retourné m'installer pendant 1 an là-bas. Je suis retourné au Sénégal aussi. J'ai testé le Maroc. Bon, j'ai vraiment testé plusieurs choses. Et ce que je peux dire, c'est que clairement, ils minimisent ce qu'ils ont là-bas. Ils n'ont pas conscience. Et s'ils sortaient à l'extérieur, qu'ils se rendraient compte que c'est pas si mal en fait. D'accord. Alors, on aimerait savoir aussi, et je pense que c'est la question que beaucoup de personnes se posent, investir, oui, mais dans quel secteur d'activité? Quels sont les secteurs d'activité prometteurs aujourd'hui en Afrique qui permettent de pouvoir investir et voir aussi, voir son investissement aussi se fructifier? Yes. Alors, justement, ce salon, qui est le 25 et 26 mai 2024, ce sera la parfaite occasion de découvrir tous ces secteurs-là, même si j'ai en présenté quelques-uns, forcément obligé d'en parler. Bien mais c'est sûr, qu'en bien fait, sûr. clairement, il y a certains secteurs qui sortent du lot. Par exemple, l'immobilier, même si c'est en France ici, ou en Afrique, c'est un des premiers auxquels on pense. Parce que la pierre, parce que c'est quelque chose, c'est un refuge, c'est quelque chose de plus simple à appréhender. On peut être salarié dans une bonne entreprise ou juste qu'on ait mis de côté et on prend un premier appartement avec son conjoint et on met des locataires et on commence comme ça. Et du coup, c'est un des plus demandés, en tout cas sur notre salon. On le voit bien avec les masterclass et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également, par exemple, beauté cosmétique. Beauté cosmétique, dans le marché afro, c'est quelque chose qui est énorme. Et là-dessus, justement, les solutions d'investissement, on en parlera au salon, il n'y a quasiment rien. Parce que jusque-là, encore, l'esprit, c'est de se dire que beauté cosmétique, en plus les afros, c'est pas un grand marché, alors que nous sommes ceux qui consommons le plus. Exactement. Expérience personnelle. Voilà. C'est le marché afro aujourd'hui, ce sont véritablement les premiers consommateurs aujourd'hui de cosmétiques et surtout de cosmétiques de marque, etc. Donc, on injecte sur ces marques-là. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a des comme les secrets de Loli avec Ilimassol qui ont explosé. Parce qu'elle a répondu à une véritable demande. Exactement. Donc, parce qu'avant ça, pour se fournir, beaucoup ont ramené des États-Unis, parce que là-bas, il y a les Afro-Américains. Mais pour moi, des secteurs comme ça auxquels on ne pense pas forcément, ou la gastronomie encore. Parce qu'avec la montée de l'exportation de la culture africaine, quand je dis l'exportation, par exemple, l'afrobeat, c'est un parfait exemple. La musique qui se fait en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est aussi une expérience que les autres communautés, les Européens, les Asiatiques, autres, veulent goûter de l'Afrique. Donc nous tous, nous sommes des ambassadeurs. Et donc au lieu d'être des éternels consommateurs ou d'attendre en mode passif, on peut se saisir de tout ça au niveau de comment ça s'appelle, de la musique, de la culture, de la beauté cosmétique, même des œuvres d'art, et se dire qu'on va être ceux qui distribuons ici ou qui produisons en tout cas en Afrique. D'accord. Donc il y a tous ces secteurs-là dans lesquels on peut investir et qui sont très porteurs et où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence en plus. Bon, c'est noté. Alors, n'en dis pas plus parce qu'on en reparlera de ce salon qui est très, très important. On va parler aussi côté gouvernemental. Ouais. D'accord, qui est aussi un vrai sujet. Ça reste quand même un acteur facilitateur, on va dire, par définition, pour permettre à ce que les échanges, les investissements et que le lien diaspora et nos frères du continent puissent justement réellement bâtir une force économique. Aujourd'hui, est-ce que les gouvernements, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour aider ? Quelles sont les difficultés qu'on a aussi vis-à-vis de ce groupe-là, de cette partie-là? Quelles sont réellement les difficultés? Et aujourd'hui, quelle est la voix de la diaspora pour justement crier auprès d'eux pour qu'ils puissent faciliter les choses? Alors là-dessus, c'est toujours la question qui fâche, mais il faut passer par là aussi. Exactement. C'est très important parce que moi, je suis de ceux qui sont afro-optimistes. C'est-à-dire que je sais que tout n'est pas rose, mais c'est à nous de changer les choses. C'est comme ça que je vois les choses, moi, en tout cas. Vraiment, c'est pas on se plaint, non. C'est à nous de changer les choses.
Et du coup, on sait que nos gouvernements, il y a beaucoup de difficultés. Ils Ouais. sont en train d'améliorer les choses, clairement, de simplifier les procédures, les démarches, parce que parfois, même si on veut créer une entreprise, il y a certains pays, si on cite par exemple le Rwanda ou même le Bénin, beaucoup ne parlent pas du Bénin, mais on peut créer son entreprise à distance et peut-être même pas en 24 ou 48 heures, d'accord ? D'accord. Il y en a d'autres qui sont en train de rattraper un petit peu. Par exemple, si je prends même certains pays comme le Maroc, le Sénégal ou le Mali, je crois qu'ils ont même quelque chose qui est prévu pour, par exemple, les Maliens de l'extérieur, pour la diaspora, en fait, si vous voulez. La Côte d'Ivoire aussi, je crois, il y a quelque chose. Mais du coup, pour moi, ils pourraient gagner encore à aller plus loin s'ils avaient une sorte de base de données Ouais. où ils pouvaient référencer, donc céder du numérique. Moi, je suis informaticien, donc Oui, c'est là, vraiment là, mon c'est, domaine. voilà, là, c'est Voilà. l'informaticien qui parle. Céder de ça Ouais. pour répertorier toutes les compétences. Où se trouvent les personnes, plutôt en France, plutôt en Allemagne, plutôt au Canada, pour aider, les ambassadeurs à aller vers eux, des petits événements pour dire que, voilà, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut investir dans tel secteur. En Guinée, il y a les mines, on peut investir là. Au Maroc, on peut investir ici. Au Congo, on peut investir dans tel secteur. Et ça nous aiderait beaucoup parce que la Ouais. plupart du temps, on ne demande pas des financements ou de l'argent du gouvernement. On demande juste qu'il nous facilite les choses. Juste ça. Et ça, je pense que de toute façon, ils vont être obligés de se numériser, de se digitaliser pour prendre tout ça en compte pour que nous, à distance, justement, ici, on puisse se dire, OK, si je retourne, voici où je peux investir, voici ce que je peux faire et voici le guichet par lequel je peux passer Oui. pour le faire. C'est ce genre de choses-là, pour moi, où il y a des pays où c'est plus ou moins avancé. Par exemple, justement, si je reviens sur le Maroc, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, je sais que c'est assez avancé dans l'espace francophone. Et il y en a d'autres où il y a encore des progrès à faire. Si on prend l'espace anglophone, je sais que le Ghana, ils sont très bien là-dessus. Et donc, l'Égypte aussi. Et donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut qu'on arrive à revoir pour que la diaspora, en fait, qui est de bonne volonté, qui veut participer, Exactement. soit inclus, en fait, tout simplement, dans le processus de développement. Voilà. Alors, on espère que du coup, les choses sont en train de bouger, Oui. je pense. Et puis, on a une vraie jeunesse et une diaspora qui, elle, veut vraiment se lancer. Avant qu'on parle du salon, Yes. ce soir, on a des gens qui veulent aussi investir ou qui ont besoin d'être accompagnés. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à un membre de la diaspora africaine qui souhaiterait lancer un projet, notamment en Afrique? D'accord. Si on veut lancer un projet en Afrique, comme je disais tout à l'heure, la première chose déjà, c'est d'aller sur place. On a la chance, on est en France, pour la plupart, il y a 5 semaines de vacances, je crois. Aux États-Unis, il y a 1 ou 2 semaines. Voilà, c'est des robots là-bas. Du coup, Ouais. profitez de ces vacances déjà à chaque fois pour vous acculturer, en fait, pour vous imprégner des réalités locales et comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on ne peut pas lancer un projet à distance. Bien Moi, je suis dans l'informatique, mais je Mais vous confirme qu'on ne peut pas faire à distance. C'est pas possible C'est pas ça de possible. se dire... parce que c'est vrai que tu viens de mettre le doigt sur un vrai sujet, c'est que, par exemple, par expérience, nos parents ont eu à lancer sur tous les projets immobiliers, Là, là. on va en parler, Des taxis, ou des taxis, et ils mettent, et en fait, au final... C'est Ça ne le tourne gars qui a pas. le taxi qui devient plus riche que le propriétaire du taxi. Exactement. Bah, même mes parents et beaucoup d'autres, je sais. Bah, justement, c'est parce qu'en fait, la personne se dit, qui est sur place, il faut comprendre ça aussi. Elle voit un flux d'argent arriver. Vous êtes déjà en Europe. Elle se dit que votre vie, elle est faite. Elle est là à gérer. Même si c'est une personne de la famille, un frère, une soeur, parfois un oncle, ça ne peut pas fonctionner en fait. Du coup, c'est pour ça que moi, c'est ce que je conseille tout le temps. Même déjà quand j'avais lancé un de mes business, que je m'étais déplacé en Guinée, malgré que j'étais sur place, c'était chaud, si vous voyez ce que je veux dire. C'était compliqué. Ouais. On arrivait quand même à me tourner. Donc, c'est très important d'être sur place. Même si vous êtes 2 ou 3 associés, vous alternez. Il y a toujours quelqu'un, tous les 2-3 mois, vous venez. Mais vous ne pouvez pas vous dire que vous allez lancer un business et vous n'êtes pas sur place. Ce n'est pas possible. Parce que un business, il faut le voir un peu comme un enfant qu'on met au monde. C'est vraiment ça. Exactement. Comment vous voulez que votre enfant s'éduque ou grandisse si vous, les parents, vous n'êtes pas là? C'est vraiment la même chose. Et là, il y en a certains qui se disent « Ok, j'ai eu des enfants, je vais les laisser là-bas. Et puis, je reviendrai quand ils auront 18 ans et j'espère qu'ils auront fait une bonne formation, une bonne éducation. Ouais. Ça ne marchera pas. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Il faut aller sur place, comprendre, voir ce qui marche, peut-être changer. Et même si vous n'installez pas tout de suite, mais vous devez faire des rotations. D'accord. Voilà. Et est-ce que, du coup, on peut aussi défendre aussi notre projet auprès des banques sur place, auprès des banques... Oui. Est-ce que, du Oui. coup, on a aussi cette facilité dès lors qu'on parle d'un projet qui lui sort du cadre, on va dire, français ou européen, hein, pour notre cas? Est-ce qu'il y a cette facilité ou il y a encore des difficultés, même auprès des banques,
pour valoriser ce type de projet? Il faut savoir que les banques en Afrique sont en surliquidité. Surliquidité, c'est-à-dire qu'ils ont trop d'argent. D'accord. Ah oui, il faut vraiment être conscient de ça déjà. Ils sont en surliquidité. C'est bon Donc, à savoir. Il y a de l'argent. Ouais. C'est juste que, en fait, beaucoup de personnes ne savent pas que même en ayant un CDI ici, on peut partir au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée, et dire que j'ai mon CDI, je viens avec un apport, faites-moi un prêt, par exemple, si je veux construire un immeuble et faire de la location. Ou si je veux construire, je ne sais pas moi, un parc pour les enfants. Je ne dis pas que vous allez avoir tous les coups. Bien sûr qu'ils vont vous demander des garanties, il ne faut pas rêver. C'est sûr. Mais, par exemple, beaucoup, dans les familles, ou eux-mêmes, ont des terrains sur place. Et parfois, ce qu'ils disent, OK, je mets ton terrain en hypothèque. Et ça fait effet levier pour faire un emprunt. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est toujours ça. Toutes les informations sont là, mais notre communauté ne s'est pas encore saisie de l'importance. Et je sais que c'est en train de venir. Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs, on n'était que des salariés. Maintenant, tout le monde veut être entrepreneur ou freelance. Et la prochaine étape, et c'est ce que je dis aux gens, les entrepreneurs, ce n'est pas forcément les boss du game. Parfois, les investisseurs, ils sont au-dessus. Regardez Steve Jobs quand il a été viré de sa propre entreprise. Ouais. C'est le board des investisseurs qui l'a remercié. Donc, c'est pour vous dire que même si vous n'êtes pas entrepreneur, ce n'est pas grave. En étant investisseur, vous allez aider tout l'écosystème. Et vous allez peut-être faire parfois plus d'argent qu'eux. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de solutions de financement, et on le verra aussi. Les banques, elles prêtent malgré ce qu'on croit, même au pays. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut juste bien se renseigner. Se renseigner. Et pour se renseigner, du coup, on va parler de ce salon que tu prépares. Du coup, le salon des investisseurs. Tout à fait. D'accord. Qui aura lieu fin mai, précisément du 22 au 25. 25 et 26 mai. 25 et 26 mai. Yes, c'est autant ça. pour moi. Alors, du côté, l'espace congrès Les Pyramides au Port Marly. Oui. Alors, avant que tu nous donnes un petit peu le détail de ce projet, comment ça va se passer, la logistique, etc. Moi, j'aimerais savoir, Boubacar, comment t'es venue l'idée de faire le salon des investisseurs, en sachant que des salons, des congrès, des forums sur l'entrepreneuriat, on en voit beaucoup. Yes, tout à fait. Comment, en fait, t'es venue cette idée-là? Alors, plusieurs expériences pour être totalement honnête et transparent. Déjà, Jama, ce qu'on fait, c'est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs avec des freelances dans les pays africains, justement Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Cameroun, Congo, Mali. On s'est rendu compte que nos clients, qui sont la plupart des entrepreneurs de la diaspora, qui avaient des besoins parfois faire un site web, un community manager, pour beaucoup avaient des problématiques de recherche de financement. Beaucoup venaient me voir en disant « Je veux me lancer une entreprise, mais je n'ai pas de financement, donc je ne peux pas me lancer. » Et je leur disais « Tu prends le problème à l'envers. Tu prends mal la chose. » Du coup, je me suis rendu compte que progressivement, beaucoup n'avaient jamais parlé avec des investisseurs, pas ce réseau-là. Et la chance que j'ai eue, moi, en étant dans la tech et commençant l'entrepreneuriat, mon chemin entrepreneurial en 2010, c'est que dès le début, nous, dans la tech, on a une grande chance d'être confrontés à des investisseurs. Même si on ne lève pas des fonds, on a la chance de pouvoir les rencontrer. J'ai été incubé et tout ça. Du coup, c'est là que progressivement, l'idée a mûri dans mon esprit, sachant que j'avais fait d'autres entreprises avant, dont un média Africa Tech, où j'avais interviewé plein de personnes. Je me suis dit, en fait, tout le monde fait des salons des entrepreneurs, mais quand on y réfléchit, si tu prends des entrepreneurs dans une nation, même en France, aux États-Unis ou n'importe où, mais c'est une minorité en fait. Tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est une toute petite minorité. Ouais. Mais la plupart des gens, ils sont quoi? Ils sont salariés. Ils ont d'autres activités, mais la plupart salariés. Ils ont un side business. Exactement, un side business. Mais par contre, tout le monde veut avoir une maison, veut avoir peut-être d'autres logements, veut avoir de l'argent de côté pour ses enfants. Bref, faire fructifier son patrimoine. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, OK, en fait, au lieu de l'orienter sur les entrepreneurs, comme tout le monde le fait, et quand on sort de là, on s'est juste motivé, c'était cool, on est venu avec notre plus beau boubou, notre verre de bissap, on a networké, on ressent, il n'y a rien. Le mot du moment, networké. Voilà, networké. Ouais. Mais en fait, ça ne nous apporte aucune valeur. Et toute entreprise qu'on fait, il faut toujours amener de la valeur à son client. Et là, justement, nos clients, on s'est dit que ce qu'ils cherchent, c'est des financements pour certains. Et pour d'autres, comment faire fructifier leur argent. Ils ont de l'argent de côté, mais ils veulent pouvoir le faire fructifier sans être entrepreneur. Et c'est là la différence, entrepreneur et investisseur. D'accord. D'où l'idée de ce salon des investisseurs. On va focus sur ces gens-là qui ont 10 000 euros à mettre quelque part et on va leur montrer toutes les possibilités d'investissement. D'accord. Dans les œuvres d'art africaines, dans la beauté cosmétique, dans l'immobilier, dans les catalogues de musique, dans la bourse, dans les crypto-monnaies, pour que les gens ils se disent « Ok, en fait, si j'ai de l'argent, le livret A ne me rapporte rien du tout. Ça ne sert à rien du tout, je confirme. Et en plus, avec l'inflation, ça ne ramène rien. Vraiment, voilà, faut le dire. Du coup, peut-être que j'ai 500 euros, 1000 euros, je peux le placer ici. Je peux mettre ici. Et là,
Je continue à travailler, à faire mes choses et l'argent, il travaille pour moi. Voilà. Et c'est ça, en fait, le salon des investisseurs. Waouh. Alors, à cet événement, donc, ils sont attendus près de 1000 participants. Yes. Succès, en tout cas, bravo. Merci 20 beaucoup. fonds d'investissement. Ouais. Que très, tu as très réussi. dur. Ouais, Ouais. Tu vas nous en parler. 70 speakers. 16 startups et 50 exposants. Yes. Alors, quels ont été les défis que tu as eu sur lesquels tu as été confronté quand tu t'es lancé sur ce projet-là? Et je tiens encore une fois à te féliciter parce Merci. que réunir 20 fonds d'investissement, c'est pas chose facile. Dis-nous Yes. tout. Alors déjà, première chose, j'aimerais remercier aussi toute mon équipe parce que je ne suis pas tout seul. Certes, j'ai eu la vision, mais j'ai une formidable équipe avec moi au niveau de l'événementiel, marketing, commercial et investisseurs qui aident beaucoup sur tout ça. Maintenant, les défis que j'ai eus principalement, c'était déjà le grand public, de lui faire comprendre la différence avec tous les autres salons. Ça, c'est une des premières difficultés que j'ai eues. Ils se sont dit encore un énième événement, des gens de la diaspora, ils aiment trop palabrer ces gens-là. C'est ça que j'avais comme retour. Et c'est vrai en plus. Je me disais, mais cette fois-ci, c'est pas pareil. Ok, c'est quoi ta différence avec les 50 autres? Voilà. Et là, il fallait qu'en fait, aller au charbon, expliquer déjà aux particuliers qui allaient venir, les séduire, les convaincre. On en revient toujours là. Ouais. C'est une des compétences que j'ai eu à acquérir pour leur expliquer la différence. D'accord? Et ensuite, il y avait aussi les difficultés de faire venir des investisseurs. Ah oui. Parce que si vous allez sur les salons, la plupart du temps, il y a toujours des entrepreneurs. Eux, ils veulent bien la visibilité et tout ça. Mais les investisseurs ne se déplacent pas. Ils n'ont pas besoin de nous. C'est comme les banquiers ou les... Ils ont l'argent, ils n'ont pas besoin de nous. Au contraire, c'est plutôt vous, en fait, qui ont besoin de ces personnes-là. Et là, c'était un sacré challenge, justement, d'arriver à trouver les mots, la persuasion, comment le présenter, etc., pour les faire venir. On est arrivé. Là, en tout cas, on en a entre 15 et 20, comme tu as dit, qui viennent, qui ont confirmé, et des beaux noms. Je ne sais pas si je peux citer, mais il y a des... Quelques-uns, histoire de... Voilà, au moins, ce serait juste quelques-uns, parce que Exactement. le reste, il faut aller les découvrir là-bas. Sur Exactement, place. c'est ça. Donc, il y a quand même des grands noms comme Orange Ventures, BPI France, tout ça. Ring Africa avec Elisabeth Moreno, qui est à la tête du conseil d'administration. Mais il y a aussi d'autres réseaux de business angels. Réseau de business angels, c'est des mots complexes, mais c'est comme nos tontines, en fait. On se met à plusieurs, un pot commun, on investit sur un. C'est la même chose. Les gens, ils ont peur des fois des noms comme ça. Ils vont dire, oulala, ne me mélangez pas, alors que... Au final, c'est déjà dans notre culture. Sauf que nous, on fait tout ça pour à la fin faire un baptême, faire un mariage, et là, on peut le faire pour un business. Par exemple, il y aura Black Network Business Angel, il y aura Fiatop, Siwara Capital, etc. Donc, tout ça pour dire que ça a été très complexe, mais finalement, quand ils ont vu la vision, quand ils ont vu comment on voulait orienter les startups qu'on va faire venir, qui vont pitcher, parce que ça les intéresse aussi, le monde qu'on veut faire venir, parce qu'on a des partenaires comme Nofi pour les médias, comme comment ça s'appelle, HEC Africa, comme Sciences Po, la section Afrique, Polytechnique. On a voulu aller dans des grandes écoles aussi, d'ingénieurs, de commerce, et à chaque fois, il y a toujours des associations africaines et les inviter pour prendre part. Donc, c'est tous ces éléments-là, tous ces ingrédients-là, plus une équipe formidable aussi, et on bosse comme des malades, il faut le dire aussi. On charbonne depuis 8-10 mois pour convaincre tout le monde, pour dire personne ne respire si vous n'êtes pas au courant du salon. Voilà. Et je profite de faire un petit clin d'œil à Maïmouna, qui on ne le voit pas, mais qui est avec nous, et qui t'accompagne aussi dans ce beau projet. Donc, je tiens à rappeler que ça se passera le 25 et le 26 mai prochain. Du coup, quels sont les véritables sujets et notamment les masterclass? Parce que c'est ça qui va, je pense aussi, au-delà du fait qu'il y aura les fonds d'investissement des entrepreneurs, donc ça va permettre de découvrir et d'échanger. En termes de connaissances, quelles sont les thématiques qui seront partagées pour cette première édition, parce que c'est la première édition? Yes, exactement. Alors, on a déjà organisé Alors, déjà, juste un petit big up rapide. Voilà, Maïmouna, c'est une des femmes de l'ombre qui se bat et qui, croyez-moi, est juste formidable. Donc, maintenant, sur le salon, c'est la première édition, mais j'ai déjà organisé d'autres gros événements avant ça. Donc, il y a l'expérience. On avait fait chez KissKissBankBank, Google, Amazon, etc. Et en fait, là, les masterclass, le but, c'est de faire en sorte de se dire, en 48 heures, quand vous ressortez de là, on aura accéléré votre envie, vos connaissances, pour savoir c'est quoi l'investissement et par où commencer, où vous lancer. Par exemple, il va y avoir des masterclass sur comment devenir un business angel. Un business angel, c'est les fameuses personnes qui investissent dans des entreprises ou des startups. D'accord ? Par exemple, je mets 1 000 €, j'ai X% de part. Lorsque l'entreprise continue à lever des fonds ou à grandir, elle va aller au début 50 000 €. Maintenant, elle en vaut 500 000 €. Et vous voyez votre multiplication. Il y aura des masterclass là-dessus. Je n'ai jamais vu sur nos salons. Ensuite, il va y avoir un salon, comment justement
toucher des royalties sur tout ce qui est musique, audiovisuel, des avances sur recettes. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il va y avoir des masterclass sur, par exemple, même comment faire du contenu avec l'intelligence artificielle et gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un gros sujet actuel, l'intelligence artificielle. Exactement. Sachez qu'il y a des intelligences artificielles qui vous permettent de faire des vidéos, du contenu rapidement sans avoir aucune compétence d'artiste. Donc, en fait, il va y avoir ça. Il va y avoir encore une des masterclass, par exemple, comment démarrer dans l'immobilier avec 150 € seulement. Là, c'est une plateforme qui est au Sénégal. C'est juste super leur concept. Ils vont vous expliquer comment, justement, ils ont réussi à faire ça. C'est-à-dire se prendre un immeuble, le partager entre parenthèses en plusieurs morceaux et se dire qu'il y a plusieurs propriétaires et vous mettez juste une partie dans l'immeuble, la maison, et vous touchez les dividendes tous les mois. Bien. C'est toutes ces masterclass-là qu'on va voir et on va se dire, OK, quand je ressors de ce salon-là, en fait, c'est un salon qui va m'apprendre à gagner de l'argent. Et c'est ça qui intéresse les gens. Important. Et qui est vraiment aussi ce qui s'inscrit aujourd'hui dans l'ère du temps, de la conjoncture actuelle, puisque aujourd'hui, notamment en France, il faut le dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont ce discours de difficulté pour joindre les deux bouts et cherchent des side business, et on en voit notamment sur les réseaux sociaux. Maintenant, en fait, tu as donné déjà les prémices. Celui qui n'y va pas, j'ai envie de dire ce soir, faut avoir vraiment une raison valable. Mais je pense que ce genre de plateforme, en tout cas, c'est très, très, très innovant. Pour pouvoir y accéder, comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Vous allez sur notre site web. Je pense que vous enverrez certainement le lien. Exact. Summit, SU2MIT, .jama, JAMAA.co, et vous allez voir la billetterie. Et vous prenez votre billet, tout simplement. D'accord. Et en plus, on a fait exprès de le faire un week-end pour ne pas que la plupart des gens qui sont du grand public, qui sont des salariés qui travaillent la semaine, disent « J'ai pas le temps, c'est en semaine, je peux pas y aller. » Samedi et dimanche, pas d'excuses. On ne ronfle pas le dimanche, on ne regarde pas Netflix, on va au salon des investisseurs. On va au salon. En tout cas, ça se passe du côté de Port-Marly le 25 et 26 mai prochain. Avant de clôturer cet événement, quel message tu peux passer à tous ceux qui nous regardent, mis à part venez à l'événement, bien entendu, mais quel message tu pourrais apporter? En fait, pour moi, il y a tellement de messages à apporter, mais je vais en faire quelques-uns. On est à une ère où on a une chance, il faut se le dire en tant qu'afro ou en tant que même humain, de voir une rapidité à laquelle, ou une facilité, pardon, de devenir entrepreneur qu'on n'a jamais eu avant. C'est-à-dire qu'avant, si on voulait lancer des business, il fallait tout faire de zéro. Ça coûtait des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Là, il y a Internet, la connaissance est libérée. On n'a aucune excuse, soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat, soit pour se lancer dans l'investissement. On le voit avec ce genre de salon ou les tutoriels qu'on a en ligne, soit pour contribuer quelque chose de positif dans la diaspora ou en Afrique. Donc moi, ce que je dirais, c'est toutes les personnes qui sont permanemment en train de critiquer en disant il y a ça et ça qui ne va pas, sachez que tous les autres pays ou continents, Europe inclus, l'Asie, Amérique du Nord, tout ça, ce sont des bosseurs, des gens qui ont bossé comme des malades pour placer leur continent ou leur pays là où ils sont. Nous, les Africains ou ceux de la diaspora, on est aussi des bosseurs. C'est juste qu'il faut qu'on arrête ce côté négatif et qu'on comprenne que ça ne dépend que de nous. Tant qu'on ne mettra pas les mains à la pâte, il n'y a rien qui va bouger. Personne ne le fera à notre place. Ou s'ils le font, ils vont le faire pour leurs propres besoins. Intérêts, et pour leur propre intérêt. Donc moi, je dirais à tout le monde, là, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'être entrepreneur. Vous pouvez être à tous les niveaux. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui adore transmettre la connaissance, prenez des gens qui sont au pays, formez-les et permettez-leur d'avoir des bons métiers pour la suite. Mais faites quelque chose. Voilà. Exactement. Faites message. Quelque chose, c'est le mot qu'on va retenir ce soir. En tout cas, merci Boubacar Diallo d'être venu présenter cet événement et surtout parler investissement, notamment la diaspora. J'espère que vous avez pris vos calepins, que vous avez tout noté, parce que là, c'est vraiment du lourd. En tout cas, merci. On va dire que c'est même une masterclass qu'on a eue, en tout cas, sur Africa Première. Merci pour ta venue. Je remercie en tout cas tous ceux qui nous ont suivis au sein de cette émission et notamment un grand merci à la direction de C-Direct qui nous accompagne tous les jours pour ce programme conçu rien que pour vous. Merci à Judicaël Moussirou, avec qui justement nous travaillons pour ce projet Africa Première. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec des invités de marque rien que pour vous. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.